Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et merci infiniment de nous rejoindre aujourd'hui pour cette palabre consacrée à un thème fondamental, les missions économiques et commerciales de la francophonie, véritable vecteur de diversification des échanges économiques dans les pays francophones dans un contexte de nouvelles chaînes de valeur internationales. Depuis leur lancement en 2022, les missions économiques et commerciales de la francophonie, un projet phare de l'OIF, ont profondément contribué à la diversification et à l'intensification des échanges économiques entre les pays francophones. Je m'appelle Diarra Ndia et je suis journaliste et je vais mener ces discussions avec des invités d'exception. Permettez-moi de vous les présenter. Monsieur Hervé Solignac-Lecomte, représentant de la direction de la francophonie économique et numérique de l'OIF, qui va nous éclairer sur le rôle des missions économiques et leur capacité à connecter les économies locales aux dynamiques globales, tout en tirant parti des innovations technologiques. Hervé, bonjour, merci infiniment d'être avec nous. Bonjour. À nos côtés également, Samia Shelby, fondatrice de NetInfo et pionnière dans les technologies éducatives, qui illustrera comment le secteur des technologies de l'information, notamment à travers des hubs technologiques en Afrique francophone, peut offrir des compétences recherchées mondialement. Bonjour Samia. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Et notre dernière invitée, Indira Moody, PDG de Viande de la France, qui partagera son expérience sur le rôle des missions économiques comme catalyseur de croissance dans des secteurs clés comme l'agro-industrie et notamment sur les synergies à créer grâce à ces missions pour renforcer la compétitivité des entreprises francophones. Soyez la bienvenue. Merci infiniment Indira d'être avec nous. Merci Diarra, merci à la francophonie de nous avoir. Ça fait déjà plusieurs années qu'on vient souvent, surtout ici à Paris, après 30 ans dans lequel ça se repasse en France. Donc merci de nous avoir. Hâte à la discussion. Un plaisir, un plaisir. On va démarrer la discussion avec vous, Hervé. En quoi ces missions économiques de la francophonie aident-elles les entreprises francophones à capter des opportunités dans des secteurs à forte valeur ajoutée ? Oui, alors les missions économiques de l'OIF sont organisées dans le cadre d'un programme quadriannuel. Donc c'est un programme qui s'inscrit dans le temps et qui consiste à ce que chaque année, l'OIF organise une ou deux missions économiques dans un pays d'accueil de l'espace francophone. Alors qu'est-ce que c'est qu'une mission économique ? C'est très simple, c'est un ensemble d'entreprises issues de l'ensemble de l'espace francophone qui viennent à la rencontre d'entreprises dans un pays d'accueil pendant 2-3 jours et qui pendant ces 2-3 jours vont avoir droit, si je puis dire, à des échanges entre entreprises, donc, mais aussi à des présentations par des autorités publiques locales qui leur permettent d'avoir une vision large des opportunités dans le pays et en même temps d'entretenir des discussions à un niveau micro avec de potentiels partenaires commerciaux. Depuis 2022, il y a eu 5 éditions organisées en Asie du Sud-Est, en Afrique centrale, au Moyen-Orient, en Europe de l'Est et en Amérique du Nord, réunissant près de 2000 entreprises. Alors comment elles sont sélectionnées, ces entreprises ? Alors effectivement, c'est une des caractéristiques de ces missions, c'est qu'elles sont ouvertes à toute candidature. Donc toute entreprise, et c'est un peu à la différence de ce que l'on peut voir dans d'autres contextes où des chambres de commerce organisent des délégations d'entreprises plus resserrées, là avec l'OIF, on a réellement la possibilité, toute entreprise peut candidater et ensuite elle fait l'objet d'une sélection sur la base de quelques critères qui sont notamment sa capacité à s'internationaliser et sa volonté d'explorer de nouveaux marchés. Et effectivement, on a eu beaucoup de candidats. Par exemple, lors de la dernière mission au Québec, on avait 1000 candidats qui se sont présentés et nous avons sélectionné une centaine d'entreprises de la manière la plus, si je puis dire, juste possible, en étant à la fois prêt à accueillir des entreprises de petite taille, pas seulement des grandes entreprises, mais qui démontraient une volonté de s'internationaliser. Samia Shelby, qui est à vos côtés, a justement participé à ces missions. Alors
Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, en tant qu'entrepreneur? Déjà, donc, ma dernière participation donc, à la mission économique à Montréal, au Québec, c'était une opportunité pour moi en tant qu'entrepreneur qui a investi dans une niche technologique qui est devenue très, très demandée actuellement, à l'heure de cette diversification dans les chaînes de valeur et cette demande par rapport à tout ce qui est digital, à tout ce qui est numérique, à tout ce qui est technologique. Cette mission économique m'a permis aussi bien de rencontrer des entrepreneurs du Nord, mais aussi de rencontrer les entrepreneurs du Sud. C'est-à-dire, on s'est rencontrés, on a eu l'occasion entre Africains, parce que je viens de la Tunisie, le continent africain, donc on a eu l'occasion donc d'échanger aussi, de se connaître et de tisser, de nouer des partenariats. Donc c'est un partenariat dans cet espace francophone nord-sud, mais c'est un partenariat sud-sud. Autre chose que j'aimerais bien rajouter, parce que cette mission économique, pour mon cas, elle est venue suite à une capitalisation sur des programmes offerts et faits par l'OIF. Donc, et ça a commencé avec des clics, formez-vous au numérique. Parce qu'aujourd'hui, un entrepreneur, et surtout quand il s'investit dans les nouvelles technologies, parce que ce qu'on offre, on offre non pas de la production de matières premières, mais on offre de la production de services. On est sur le service. Et le service, il est basé sur la matière grise, sur l'intelligence humaine. Et des clics nous a permis de former des talents et par la suite est venu, qui ont travaillé sur des plateformes, sur des prototypes qui nous ont permis d'aller et participer à cette mission économique. L'objectif de ces missions économiques, c'est aussi de sceller des deals, de véritables partenariats entre ces entreprises francophones. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Oui, ça a été le cas pour nous, parce que comme je l'ai dit, donc ça a permis de nouer des partenariats avec le DigiHub au Québec, qui est un pôle d'innovation qui incube plusieurs startups, où ils ont, depuis le sommet de Djerba, donc on les a rencontrés et par la suite, quand on était sur place, on a concrétisé ce partenariat. Parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, on offre des services, mais on ramène des talents avec nous. Et ça permet de créer de l'emploi, en plus de créer de la valeur pour nous en tant qu'entreprise, mais de créer de l'emploi. Autre chose aussi, on a tissé un partenariat avec BCE Pharma aussi, qui est une entreprise dans le pharmaceutique, qui a besoin de développer des applications immersives. Et ça, c'est la vraie valeur, le vrai impact palpable de ces missions économiques. Madame Indira Moudi, vous également, vous avez participé à ces missions économiques. Juste avant d'entrer dans le détail quand même de votre secteur d'activité, on vient d'entendre Hervé et Samia autour de ces missions économiques. Qu'est-ce que vous souhaitez partager, vous, autour de cette aventure entrepreneuriale que mène l'OIF? Alors, ce que je trouve magnifique dans ces échanges-là, c'est le fait qu'on voit vraiment, surtout dans le domaine de l'alimentation, on voit vraiment ce qui peut exister et ce qui peut se transférer dans d'autres pays. Particulièrement dans l'espace de la COVID qu'on a vu, on a vu carrément des chaînes alimentaires qui sont coupées. Nous, notre secteur, c'est important de le dire, on a vu au front aller les médecins, on a vu tout ce qui est, comment dire, j'ai oublié le mot que je cherche, les services primaires. Mm-hmm. Alors, nous nous sommes vus comme étant un service primaire. Pourquoi? Parce que dans le cas de la protéine animale, qui sert à l'alimentation humaine, on a vu les chaînes se couper. On a vu toutes les grandes usines alimentaires à 5000 personnes se fermer. Parce qu'il n'y avait plus avoir de continuité. Alors nous qui étions nichés dans des petites usines d'alimentation, c'était nous qui avons pris la relève et qui étaient au front et qui devions nourrir donc la population surtout des produits locaux. Et là, ce que l'OIF a fait, c'est qu'elle a permis d'amener dans plusieurs pays cette même notion-là et de dire qu'aux endroits où il était à maturité, qui était le cas au Québec, au Canada, où on a vraiment des usines alimentaires qui sont de branding reconnu et qui peuvent se transférer dans d'autres pays où eux, ils attendaient la matière première pour pouvoir se nourrir. Qu'avez-vous trouvé bénéfique en participant à ces missions économiques? Et ensuite, on reviendra sur les défis.
Parfait. Alors, ce que j'ai trouvé vraiment fantastique, c'est les chambres de commerce de certains pays où les présidents se sont, dans ces pays, ont dit, nous, tel produit, c'est tellement primaire, on ne veut plus l'importer. Montrez-nous le savoir-faire de comment s'organiser. Et moi qui suis dans la protéine animale responsable, hein, dans la viande responsable, c'était clair que organiser les filières viande, pouvoir les mettre en circuit court dans des usines d'alimentation, d'abattage et de transformation, à vraiment arriver dans des... D'habitude, dans beaucoup de pays, on importe ces produits transformés. Mais arriver à le faire localement, qu'est-ce que ça fait? Ça crée de la richesse, ça crée de l'emploi, ça met en valeur tous les circuits qui existent dans le pays et en même temps, ça nourrit, ça s'occupe de la sécurité alimentaire. Indira, pourquoi ce choix de viande responsable? D'abord, de quoi parle-t-on quand on parle de viande responsable et cette importance du circuit court? Et est-ce duplicable dans les autres pays de l'espace francophone? Absolument duplicable. C'est même clé et j'ai pas de problème à le dire. D'abord, c'est un domaine connu. On sait, par exemple, je prends un exemple francophone, le Bénin a dit, le président a dit, je ne veux plus qu'on importe de la viande dans notre pays. Et c'est pourquoi? Parce qu'ils ont des animaux sur place. Ils ont juste pas la capacité de la transformer et puis de la mener en deuxième, troisième, quatrième transformation. Donc oui, c'est transformable. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que de la viande responsable? Pour nous, et puis moi je le dis à ma fille de 10 ans, hein, ce que papa et maman font, fiers entrepreneurs Shawiniganais, ça c'est important, qui est de la région. Ma région c'est Shawinigan, qui est à environ 2 heures de la grande métropole. Les métropoles ont 1, 2, 3 millions d'habitants, il faut bien les nourrir. Alors être en région où se font élever des animaux de manière absolument libre, de manière ce qu'on appelle régénératrice, ça touche les ESG, parce qu'on dit souvent, moi j'ai dû me poser la question, est-ce que l'être humain continuerait à manger la viande? La réponse elle est oui. Ce que nous devons savoir, c'est comment produire de la viande responsable. Donc nos animaux en liberté, ne pas être dans des grands parcs d'engraissement et pouvoir donc aller à l'usine en quelques heures, donc pas à faire des milliers de kilomètres pour pouvoir se transformer, donc en 2 heures, une demi-journée maximum, et ensuite pouvoir redistribuer dans les grandes villes à plusieurs millions de personnes du produit transformé local. Donc pour nous, c'est ça de la viande responsable qui est vraiment vient de l'agriculture régénératrice, qui est nourrie à l'herbe, au grain, sur place, sur le terrain. Lorsqu'on a de la terre et de l'eau, et on arrive aussi à jouer dans des enjeux d'électricité régénératrice et de CO2 régénératrice, ben, voilà, tout ça, la viande non comestible rentre dans la biométhanisation, qui amène dans les engrais, tout ça tourne autour de ce qui est régénérateur et créateur de richesse. Donc pour moi, c'est ça la viande responsable. Et je le dis, aujourd'hui, on a enregistré la marque de commerce Viande Responsable, Viande La France. On va poursuivre avec les propos justement d'Indira sur ces modèles duplicables. Vous, Samia, en tant qu'entrepreneur dans les technologies éducatives, comment ces missions ont-elles véritablement permis à votre entreprise de bénéficier des échanges et du partage de connaissances avec d'autres entreprises francophones? Donc en fait, comme je l'ai dit, pour nous, on a investi dans une niche qui est une niche dans la 3D, le développement immersif, tout ce qui est production de contenu qui allie entre la créativité et le numérique. Et ça, depuis le Covid, ça nous a permis de créer nos propres plateformes. Par exemple, on a créé une plateforme parce qu'on croit beaucoup, non pas seulement dans la formation, mais on croit beaucoup dans l'employabilité des jeunes et comment on peut impacter nos écosystèmes locaux, mais connecter nos écosystèmes locaux à des écosystèmes internationaux. Ça, c'est très, très important. Parce que former pour la formation, ce n'est pas très, très intéressant. Pour cela, on a mis en place une plateforme qui s'appelle Talentverse. C'est un métavers qui permet de connecter les entreprises, quel que soit leur endroit, avec les talents, quel que soit leur endroit. Et ça, ce qui nous a permis donc de tisser des partenariats et de s'ouvrir aussi bien sur les talents, qui est la base, mais et offrir
des opportunités pour les entreprises au niveau international. Donc, ça c'est une chose, ça c'est la technologie qui nous a permis, et le numérique, et surtout la transformation au niveau de l'état d'esprit, donc qui a été accélérée en matière de télétravail, en matière de l'utilisation des outils en ligne. C'est ça ce qui nous a aidés, parce que moi, j'ai investi depuis 1999. Depuis 1999, j'ai cru dans ces métiers pour l'Afrique, parce que j'ai vu que ça, c'est le futur. Mais donc le fait que les jeunes de l'Afrique devraient de se déplacer en Tunisie, c'était une contrainte. Okay? Et en plus, le marché local, c'est un marché très petit pour trouver de l'employabilité. Maintenant, avec cette ouverture sur le monde, du côté talent et du côté entreprise, et à travers les plateformes, mais à travers aussi les méthodes de travail et l'organisation. Parce que donc s'imposer dans un espace francophone, donc c'est aussi avoir une bonne organisation une bonne organisation et une agilité dans le fonctionnement. Et être dans l'espace francophone et entre francophones, donc on pense en français. Et j'aimerais bien lier un peu avec la langue française. Parce qu'on devrait avoir cette agilité dans notre façon de faire. Et quand on travaille entre entrepreneurs et talents francophones, ça nous permet de penser en français. Ce n'est pas comme on utilise d'autres langues. Donc ça, c'est la création de plateformes, de connecter les écosystèmes locaux à des écosystèmes internationaux. Et ça, cette communauté francophone d'entrepreneurs, c'est une communauté qui est en train d'être co-construite à travers la mission économique de l'OIF. Une réaction justement, Indira, sur les propos de Samia Chelbi. Merci de me donner cette opportunité, Diarra. Samia a parlé de numérique. Combien c'est important dans les chaînes de valeur courtes. Aujourd'hui, le consommateur veut savoir d'où vient son produit. Nous avons racheté, au fait, on a fait un reprenariat immigrant en reprenant une entreprise centenaire. J'insiste sur le centenaire parce que c'est les anciennes méthodes de travail. Mais c'est le même produit. C'est le produit de la protéine animale. Mais aujourd'hui, le consommateur veut savoir, ça vient de telle ferme, qu'est-ce qu'il a consommé, quel âge il a, voilà. Et ça, c'est important. Mais sans le numérique dont parle Samia, ce n'est pas possible. Maintenant, le faire au Québec, qui est dans un pays canadien qui prône énormément pour l'exportation du savoir-faire de ces entreprises canadiennes, et avec le numérique, on arrive à faire ce pont-là et aller dans des pays qui veulent avoir cette même technologie-là, et surtout dans la partie francophone. Encore une fois, je fais un autre lien de la francophonie, c'est qu'on a tous vécu la pénurie de main-d'œuvre dans beaucoup de pays occidentaux. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait venir des francophones qui connaissaient la méthodologie du boucher, mais qui ne connaissaient pas la méthodologie canadienne Branding Canada. Donc on les a amenés chez nous au Québec. Vous avez fait le cas du Niger pour les amener au Canada. On a fait oui, dans mon cas, j'ai eu 2 bouchers du Niger, d'Ottawa, Mahamadou et Suleiman, que nous avons recrutés dans les années 2021, qui sont venus au Niger et qui sont venus au Québec. Ils connaissaient pas les méthodologies, mais c'est des bouchers à la base, et on leur a formé avec la norme HACCP, la norme de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Et aujourd'hui, ce sont des bouchers nigériens qui sont au Canada. Ils sont d'abord, on est en train de travailler sur leur intégration même familiale pour le futur. Mais je parle de la francophonie pour le futur. Imaginez-vous plus tard, au Niger, dans les autres structures francophones, où nous installerons ces usines manufactures à chaîne courte. C'est magnifique. C'est des ponts et des liens entre le numérique, la main-d'œuvre, la capacité incroyable. Et je sans problème à le dire, que Développement économique Canada aujourd'hui, c'est une organisation de la couronne, un de leurs objectifs du gouvernement, c'est d'amener les compagnies canadiennes à s'installer et à transférer leur know-how à travers le monde, et de rendre le Canada et un monde meilleur à travers ces échanges d'exportation-là. Hervé, c'est très intéressant effectivement ce que nous expliquent Samia et Indira. En quoi justement ces missions économiques de la francophonie facilitent-elles l'adoption de normes, et l'adoption de normes et de ces standards internationaux? C'est l'importance aujourd'hui de ces entreprises francophones. Mais là, on vient d'entendre 2 entrepreneuses déjà très avancées,
qui ont des expériences assez matures dans le développement de leur modèle économique et le partage de ces modèles avec d'autres pays où elles peuvent faire bénéficier leurs pratiques, leurs expériences. On a dans le cadre des missions beaucoup d'entreprises peut-être encore moins avancées qui ont besoin d'informations, qui ont besoin de comprendre comment on travaille à l'international, quelles sont les exigences qu'il peut y avoir. Je pense notamment à beaucoup d'entreprises dans l'agroalimentaire d'Afrique que nous avons amenés en Roumanie par exemple et qui ont découvert pour une part d'entre eux, pas tous mais certains, les certifications et les standards qui sont nécessaires de respecter pour pouvoir exporter vers la communauté européenne. Donc à cette occasion on voit très bien à quel point il est indispensable dans les missions de faire un partage d'informations sur les principaux standards qui existent bien sûr en termes de certification, mais il y a aussi tout simplement la pratique des affaires. Comment je peux entamer des négociations dans un pays, quelles sont les attentes, quelles sont les étapes que je dois passer, peut-être comment je me familiarise avec des documents que je dois comprendre, etc. Donc il y a tout un ensemble qu'on essaye de faire intégrer dans le cadre de ces missions à travers des ateliers techniques et à travers les rencontres B2B qui sont autant d'environnements de partage d'expérience. De quoi ont également besoin les entreprises francophones? Vous parlez actuellement effectivement de l'information, ce qui est une clé. Est-ce qu'il y a eu d'autres besoins spécifiques qui sont remontés à vous durant ces missions économiques? Dans le cadre des missions économiques, on est devant une très grande diversité d'entreprises. Il y a des petites entreprises, il y a des entreprises très avancées, des entreprises qui ont déjà des contacts dans les pays vers lesquels on se dirige. Donc on se trouve dans une configuration qui nécessite un véritable accompagnement. Donc une des caractéristiques de ces missions économiques, c'est de comprendre la situation dans laquelle chaque entreprise se situe et d'essayer au mieux de la mettre en face d'une nouvelle réalité, d'une nouvelle opportunité qu'elle peut exploiter, quel que soit le stade d'avancement où elle se situe. Donc ça, c'est un peu la caractéristique. Ce qui veut dire que pour répondre à votre question, en fait, il y a beaucoup de questions qui se posent. Il n'y a pas une seule question. C'est la compréhension du secteur, peut-être la compréhension de l'action publique autour du secteur d'activité et des réglementations en place qui peuvent être très importantes pour une entreprise qui veut découvrir un nouveau marché. Peut-être que ça peut être tout simplement de comprendre quels sont quels sont les prix, par exemple, des transactions bancaires qui peuvent être nécessaires une fois que l'opération est faite. Est-ce que tout ça, ce sont des éléments qui doivent être finalement agrégés à différents stades d'avancement des entreprises, dans leur progression dans le commerce international. Mais donc je pense qu'il n'y a pas une seule réponse, il y a une multitude de réponses, et ce qu'il faut que nous on fasse, si l'on veut que ces missions apportent de la valeur, c'est d'être pertinent dans la compréhension de la situation de chaque entreprise. Une réaction, effectivement, Indira, par rapport aux propos des besoins, autour des besoins des espaces francophones, de ces entreprises qui sont au sein de l'espace francophone. Absolument. Je vais rebondir dessus sur les normes et le financement. Donc, pour nous qui avons repris une entreprise centenaire, si on ne l'avait pas amenée aux normes, ça serait resté archaïque. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est de la normer à la norme. On parle beaucoup des normes ISO, mais dans l'alimentation, la première norme, c'est la norme HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Et donc, nous, on a normé notre industrie, qui est devenu le premier abattoir provincial au Québec à passer la norme HACCP, et ce qui nous a aussi ouvert les portes du fédéral. Donc, en amenant les normes, nous avions pu amener un produit québécois qui aujourd'hui a des frontières, qui peut aller à travers le Canada ou ailleurs. C'est absolument faisable. Mais on s'est aussi rendu compte très rapidement que même si on triplait de volume, on pouvait couvrir le marché local ou canadien. Et ce qui permettait aussi de dire, OK, le produit qui peut se faire ici et qui vient de la Nouvelle-Zélande et qui est en compétition, l'idée, c'est de battre à travers la numérisation, à travers le renforcement de capacité et de l'amener au même prix. Aujourd'hui, j'ai pas de problème à le dire. L'agneau du Québec, élevé, grandi au Québec, abattu au Québec, transformé au Québec et compétitif au prix de l'agneau qui est fait en Nouvelle-Zélande ou ailleurs. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée par rapport au GES, par rapport à la norme d'aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose, c'est la normalisation. Et plus vite on fait cette transformation-là, plus
plus vite on devient compétitif dans les prix et on arrive à pouvoir avoir nos usines qui délivrent un marché. Je ne suis pas contre l'exportation, je ne dis pas ça. Ce que je dis, il faut faire ce qui fait du gros bon sens globalement. On a des pays qui n'ont pas la terre et qui ont besoin de ces produits-là, on peut l'exporter. La deuxième intervention que je veux faire, la francophonie maintenant nous permet à travers ces multiples rencontres de faire de merveilleuses rencontres entre pays et entrepreneurs. Mais il faut aller plus vite et plus loin. Donc, j'invite la francophonie à avoir particulièrement des bailleurs qui peuvent desservir les sous-régions respectives. Là, notamment dans l'Afrique de l'Ouest, la BAD a sa place. Ils ont des programmes clés, ils ont du financement clé et ils n'ont pas de projet. Mais on a aujourd'hui, moi je connais plusieurs pays africains, le Niger, le Sénégal, nous demandent, viens nous faire la même chose chez nous parce qu'on a besoin de faire de création de valeur. Alors, il n'y a pas... Le pays doit se fatiguer à aller chercher ce financement, l'entrepreneur doit se fatiguer à aller chercher... Non, je pense que sur la plateforme de l'OIF, les bailleurs peuvent être là. J'en ai cité un, il y a AFC qui peut être là aussi. Bon, on les voit surtout à Africa CEO Forum, où on les voit aussi souvent au COP. Mais je pense que l'OIF aurait à gagner d'avoir ces grands bailleurs qui viennent et faire une ségrégation des gros projets à fort impact. L'alimentation, l'énergie, c'est sine qua non. On ne peut pas vivre sans ça. Donc cela, dès que les bons entrepreneurs se rencontrent, les bons pays se rencontrent, il faut clôturer les deals et avancer vite. Bien sûr, il y a le moyen, il y a les plus petits qui, eux, bon, sont pas encore structurés. Ça, on peut faire des accompagnements, c'est là pour ça. Mais pour les forts projets à impact fort, il faut y aller vite et bien. Ça sert à ça. Il ne faut pas s'arrêter aux rencontres. Donc moi, je lance le défi à l'OIF de mouiller un petit peu plus le maillot. Hervé, est-ce que c'est une piste plausible? On parle, avant de nous faire réagir dans quelques instants à Samia, la question du financement revient au sein des entrepreneurs de l'espace francophone. Est-ce qu'on pourrait imaginer des synergies avec d'autres institutions pour aller plus loin? Bien sûr qu'on peut en imaginer. La difficulté, c'est que ces institutions sont des organismes publics qui conduisent des programmes qui sont souvent sur plusieurs années. Elles sont moins réactives peut-être que des institutions ou des organisations privées. Donc il faut arriver à insérer ces idées nouvelles dans les programmes qui sont organisés sur plusieurs années. Mais je pense qu'on est dans une phase d'évolution de ces missions économiques. On ajoute progressivement et à chaque fois de nouvelles idées. Donc la question du financement et finalement commençons par le partage d'informations, comprendre dans quelle mesure certains financements, certains programmes de facilitation du trade international, par exemple, sont accessibles aux entreprises. Ces informations-là, on peut les transmettre. Et d'ailleurs, on a un atelier qui se reproduit chaque année autour de la question des financements et des transactions bancaires. C'est un des sujets sur lesquels il faut qu'on progresse. L'intégration de ces différents sujets. Et puis aussi, peut-être, nous devons progresser pour identifier, comme l'a dit Indira, les entreprises pilotes, qui sont finalement les plus avancées et qui, ça n'est pas pour les favoriser, c'est pour les mettre en avant et faire d'elles des exemples à suivre pour tous. Donc ça, c'est une autre idée sur laquelle on réfléchit également pour s'assurer qu'on intègre l'ensemble de la chaîne des besoins d'une entreprise qui veut se développer et on fait valoir celles qui sont les plus avancées pour qu'elles servent de locomotive au reste des entreprises de l'espace francophone. Samia Shelby, vous êtes la fondatrice et PDG de Net Info. De quoi avait besoin spécifiquement votre structure pour aller à une échelle un peu plus solide, on va dire, un peu plus avancée en participant à ces missions économiques? J'aimerais bien, si vous permettez, rebondir parce que vous avez parlé de la normalisation des normes. Par rapport à la formation, on parle de la certification aussi, la certification des compétences. Et on a un travail énorme à faire pour amener les géants de la technologie dans l'espace francophone. Parce que ce qu'on remarque aussi, parce qu'ils sont considérés comme étant des bailleurs de fonds aussi, parce qu'ils ont beaucoup de programmes qui aident soit les entreprises, qui supportent les entreprises, ou bien qui supportent les talents aussi pour être certifiés. Comme je prends le cas, on est partenaire académique de Epic Games, donc ils sont très engagés dans la communauté anglophone, on a remarqué, ils sont pratiquement quasi absents dans l'espace francophone. Ce qu'on a essayé de faire déjà, on a formé, on est partenaire académique, on a certifié, etc. Mais on
On est le chef de la communauté actuellement de la Tunisie, de la communauté francophone. On veut créer une communauté francophone autour de la tech parce que c'est très, 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 très important. Parce qu'on a remarqué que soit des entreprises, soit des jeunes, ils se sentent frustrés quand il n'y a pas des espaces dédiés à eux. Ça, d'une part. La seconde, maintenant, sincèrement, on a besoin du financement, c'est sûr. Mais on a besoin aussi de nouveaux modèles. On a besoin de créer des communautés et de créer un espace d'entrepreneurs collaboratifs. Parce que aussi, à l'ère de cette diversification et de cette vraiment forte fragmentation de la chaîne, des chaînes de valeur internationales, et qui sont marquées par une évolution constante. Donc, il n'y a plus, donc, chaque entreprise, elle est concentrée sur son business, sur ses affaires. Et il y a des secteurs qui sont transversaux et on a intérêt à créer une communauté d'entrepreneurs qui savent travailler ensemble, qui savent créer de la valeur ensemble. Cette intelligence collective, entrepreneuriale dont on aura besoin pour créer un système vraiment durable à impact. Ça, j'y crois énormément dans ce travail collaboratif qui permet à des entrepreneurs d'aller ensemble donc pour pouvoir accéder à des marchés. Et ça, je pense que l'OIF peut apporter, contribuer dans ce sens. Oui. Indira, comment, face aux changements géopolitiques qui redessinent bien sûr ces chaînes de valeur, ces chaînes d'approvisionnement plutôt, comment les entreprises francophones peuvent-elles saisir ces nouvelles opportunités de croissance à l'international ? Alors, pour moi, c'est d'une clarté que le transfert du savoir-faire doit avoir lieu. Le transfert des compétences, utiliser le numérique, utiliser la digitalisation, okay, utiliser aussi les ressources qu'il y a d'un pays à un autre. Donc, moi, aujourd'hui, pour être concret, il y a des pays qui nous ont demandé qu'ils ont des abattoirs vétustes dans les régions et ils veulent pouvoir avoir de nouveaux abattoirs. Mais c'est une chose que d'avoir l'usine. Il faut avoir les humains qui travaillent. Donc, pouvoir former, avoir cette capacité de formation des gens. Ensuite, transférer les normes, okay, transférer la partie numérique de savoir d'où vient le produit et où il va. Tout ça, c'est dans l'ère du changement de la globalisation. J'insiste. Quand je sortais de l'université en 1997, ce qu'on parlait, c'est d'aller loin pour produire moins cher. Aujourd'hui, ce n'est pas applicable dans tous les produits. Il y a certains produits où ça ne fait pas de sens. On peut les produire localement, ça crée de la richesse locale et ça amène donc de la formation, du travail à tout le monde. Et dans le cas de l'espace francophone, il y a énormément de migrations qui se font. Les migrations illicites, ce sont des choses que l'on peut arrêter en menant ces usines sur les terrains et en donnant de l'emploi, en formant des gens. Donc pour moi, voilà comment nous pouvons vraiment tabler sur différents éléments. Autant diminuer l'immigration, autant la maîtriser, autant former des gens, autant donner de l'emploi, autant créer de la richesse locale. Et pour ça, la partie francophone canadienne a tout un apport, surtout dans les entreprises fédéraux normées. L'État est pour ça, pour pouvoir amener ça plus loin dans tout l'espace francophone. On arrive à la fin déjà de cet échange, de cette palabre au sein du village de la francophonie. Hervé, peut-être nous donner quelques pistes sur les évolutions ou la stratégie que compte mettre en place l'OIF autour de ces missions économiques et commerciales. En fait, l'OIF fait de ce programme de mission économique un axe fort de promotion des échanges commerciaux entre entreprises au sein de l'espace francophone. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tout ce qui vient d'être dit le démontre, c'est grâce à l'environnement économique que l'on crée des échanges entre les personnes, que l'on crée de la richesse locale qui peut être donc exploitée pour le bénéfice des populations présentes dans chaque pays. Moi, j'ai envie de vous citer un ou deux exemples. On a quand même vu avec un certain nombre de pays en développement qui sont face à des problématiques d'enclavement, de zones rurales très peu desservies,
On a des technologies qui sont désormais disponibles, je pense notamment en provenance du Québec, que ce soit dans le domaine des énergies off-grid, ou que ce soit dans la télémédecine, ou que ce soit dans la pratique de l'agritech, où on a des technologies qui permettent d'irriguer les terres de manière beaucoup plus économe en eau. On a beaucoup de choses à faire en mettant en relation des gens qui sont dans différents stades d'avancement de leur capacité, pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Donc en fait, c'est ça l'objectif des missions économiques. Bien sûr que l'on serait ravi de pouvoir aider aussi des grandes entreprises, etc. Mais est-ce qu'elles ont vraiment besoin de l'OIF ? Sans doute un peu, mais elles ont beaucoup d'autres réponses pour elles-mêmes à développer leurs affaires. Ce qui nous intéresse à l'OIF, c'est de pouvoir faire finalement monter en compétences, monter en opportunités les entreprises de plus petite taille qui ont besoin de cette solidarité que nous pouvons exercer au sein de l'espace francophone. Donc, les missions économiques vont continuer, elles vont faire intervenir de nombreux autres pays sur les 5 continents où la francophonie est présente, et je pense que les opportunités sont là. Maintenant, il nous faut en effet mieux travailler sans doute sur comment s'assurer que l'on aille au bout finalement de ces premières rencontres pour les porter le plus loin possible vers des concrétisations. Évidemment en s'assurant que toutes les briques qui doivent se mettre ensemble, la partie financement, la partie capital humain, etc., sont progressivement mises en place pour que les opportunités se concrétisent. Merci infiniment Hervé, Samia et Indira. J'aurais beaucoup aimé poursuivre ces discussions. Malheureusement, il y a d'autres échanges encore intéressants à faire aujourd'hui au sein du village de la francophonie. Je vous remercie pour cet échange très intéressant. Et pour conclure, je pense qu'il est clair que ces missions économiques et commerciales de la francophonie jouent un rôle essentiel pour placer les pays francophones au cœur de l'économie mondiale. La diversité des économies et la capacité à travailler ensemble, c'est une source de force et c'est une résilience également. Donc, participer à ces missions économiques et commerciales est une bonne chose. Donc, j'espère que ceux qui nous regardent auront aussi un intérêt particulier autour de ce programme de l'OIF. Et bien sûr, on vous remercie de nous avoir suivis pour cette palabre et on vous dit de rester connectés, bien sûr, pour de nouveaux échanges dans quelques instants. Merci infiniment.